De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Amidine Khan, docteur en économie et en intelligence économique, Tiambel Gimbayara, journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali, Blaise Ndoumbe Eyoum, psychothérapeute et chef d'entreprise. Alors, voilà, il a choisi donc un Premier ministre dit de consensus. Alors depuis le début de la crise, on a quand même eu une alliance, disons, de circonstances entre le TIM de l'ancien président Marc Ravalomanane et puis le MAPAR de l'ex-président Radzoel, qui font entre guillemets front commun avec un même mot d'ordre, la démission du président Erazaona Rimampian. Alors justement, est-ce que le président de la République n'avait pas intérêt à nommer un Premier ministre issu soit du TIM, soit du MAPAR, afin de briser cette opposition, cette alliance? Non, mais cette alliance, moi, je pense que c'est une alliance de circonstances et elle ne va pas durer. Parce que les deux que vous venez de citer sont des opposants farouches. Radzoel, c'est lui qui a presque destitué Ravalomanane, qui a fui après en Afrique du Sud. Et donc, le contentieux entre eux est farouche. Donc, ils s'attendent d'ailleurs à un duel terrible pendant les prochaines élections présidentielles. L'actuel locataire de l'actuel président, lui, il est presque mis hors jeu. Il est presque mis hors jeu. Eux, ils s'attendent à un grand duel entre eux. Donc, le fait qu'il ait pris un outsider, un technicien, un technocrate, un type des institutions internationales pour diriger le pays, je crois que c'est une bonne chose. Et puis lui, il pourra d'ailleurs justement mener la vie difficile à ces deux opposants. Mais sur le plan stratégique, purement de la stratégie politique, pas question de dire si c'est bon ou mauvais, mais juste stratégiquement et dans la perspective de ces élections, il n'avait pas intérêt à nommer un Premier ministre du MAPAR ou bien du TIM? J'entends bien ce qui s'est dit par rapport à Christian Saï, sa technicité, son intégrité, le service, la maîtrise des institutions internationales. Mais faudrait-il que cette force de caractère qu'il a, cet avantage qu'il a, puisse passer sur le plan politique. Et c'est là tout le doute que je peux avancer à propos d'une solution politique. De mon point de vue, si le président s'est empressé de nommer en coupant l'herbe sous les pieds de la classe politique et en désignant un technocrate au lieu d'un politique, les politiques vont faire un match retour. Et quel sera le match retour? Est-ce que le président et son Premier ministre, dans une telle disposition aujourd'hui sur le paysage malgache, a assez le dos large pour contrer la vague, le match retour, la revanche de cette classe politique-là? C'est toute la question. Donc, stratégiquement et politiquement, pour mieux les clouer les becs ou couper l'herbe sous leurs pieds, c'était de les orienter et de mettre ce doublon de cohabitation auquel les politiques s'attendaient. Mais il les a pris des coups. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'aux élections? Je pense qu'il pourra tenir parce qu'en fait, le Premier ministre actuel n'aura aucune ambition politique. En tant que tel, il n'aura pas d'ambition présidentielle, il ne jouera pas un rôle, ni ne manipulera quelque parti que ce soit. Donc le président actuel, bien que le docteur Khan dit qu'il est un peu déjà coincé au niveau de son jeu, parce que les enjeux qui arrivent, les enjeux présidentiels qui arrivent, risquent déjà, lui, de l'exclure. Donc les enjeux vont se faire plutôt entre les anciens, qui sont en train de préparer dans les deux grands partis que Madame vient de citer, pardon. Mais en soi, l'idéal, s'il acceptait lui-même cette fonction, parce qu'il n'est pas non plus, même si vous avez dit tout à l'heure que ça s'est fait très rapidement, le président avait encore quelques jours pour décider, il a fait rapidement, mais si le Premier ministre Christian Saï l'a accepté, c'est parce qu'il a aussi pris la mesure de ce qu'il attend. Et on espère que, comme le docteur Khan l'a dit, tous les malgaches responsables se mettront au travail pour permettre au moins dans l'intermède qui a jusqu'aux élections que le pays reprenne une activité économique qui en a grand besoin. Oui, et puis je pense qu'il a intérêt à prendre dans les deux partis des cadres responsables, ça veut dire qui ont une poigne aussi, parce que ça pourra même les diviser. Quand il prendra des cadres qui vont se dire bon, je participe à ce gouvernement parce que c'est dans l'intérêt de mon pays, donc vaille que vaille, ou bien je peux participer à ce gouvernement aussi pour aller représenter mon camp et suivre de près. Voilà, oui, tout à fait. Mais pour dire aux deux grands dirigeants des deux partis, bon, vous voulez vous battre, effectivement, mais on a un intérêt quand même qu'il faudra préserver, c'est que le pays continue à avancer.
Parce que dans le cas contraire, parce qu'on ne pourra plus dire si, par exemple, demain, il y aura des affrontements ou autre, quoi. Donc, il faudra l'éviter. Et puis, je pense qu'il a intérêt à prendre des cadres dans les deux parties, des cadres, par exemple, dans les ministères régaliens. Dans les ministères régaliens, par exemple, dans la défense, par exemple, les affaires étrangères, la justice, l'intérieur, la décentralisation, prendre des ministères clés et puis les donner à l'opposition. Et là, on va voir ce qu'ils vont faire. Et les finances? Voilà, et les finances, absolument. Juste un mot pour dire que nous tenons quand même une situation qui est que Marc Ravalomanane, la disposition retirée par le président Harry, qui a conduit à cette démission, était défavorable à Marc Ravalomanane. Il se sentira gonflé à bloc par rapport à cette situation et donc le camp adverse ne laissera pas cet avantage-là. Donc le jeu politique, tout le danger se trouve en ce moment, à ce niveau-là. À mon humble avis, je peux me tromper et j'espère bien me tromper. Alors, dernière question. Donc, un gouvernement, bien sûr, est attendu dans les prochains jours, sans doute, qui sera annoncé au cours des prochains jours. Alors, est-ce qu'il peut véritablement fonctionner quand on sait que tous ont des intérêts contraires, très, très divergents, avec d'un côté ceux qui vont défendre les intérêts de l'actuel président, de l'autre les deux anciens présidents, le président Radzoel, le président Ravalomanane. Est-ce que ce gouvernement peut véritablement fonctionner? Moi, je pense que le gouvernement peut fonctionner. Il faudra qu'il s'adresse à la nation. Il faudra qu'il s'adresse aux Malgaches pour leur dire qu'on m'a nommé dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt du pays, parce que sinon, c'est la catastrophe qui nous attend. On voit, par exemple, qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes alimentaires, il y a des problèmes de santé, et Madagascar est mal placé dans le concert des nations. Pour qu'on avance correctement, il faudra que vous m'appuyiez, vaille que vaille, et puis malgré les injonctions que pourront faire les deux partis d'opposition. Moi, je pense que s'il s'adresse au peuple, le peuple comprendra et va le soutenir. Alors, on est dans cette logique, une élection présidentielle future se prépare avec de l'argent. Madagascar n'en a pas. Aujourd'hui, il n'en génère pas. Une économie qui est en crise ne produit pas. Donc, on est à un taux de croissance de 0,005, qui n'est pas fameux pour un pays qui a besoin d'argent. Donc, pour faire vivre ces populations, ils ont intérêt à se mettre au travail. Donc, un gouvernement de consensus, il faudra choisir des gens forts, comme l'a dit le docteur Khan, qui vont dans des postes régaliens, dans des fonctions régaliennes, mener l'action pour que le pays retrouve très vite le travail, que les gens se mettent au travail et qu'on envisage donc le futur de façon un peu plus sereine. Si on continue avec les multiples crises que j'ai déjà citées tantôt, 2003, 2009, 2013 et aujourd'hui, une crise dure qui met la population dehors avec des gros problèmes de santé, des gros problèmes économiques, des industries qui s'arrêtent, plus de 38 000 emplois perdus en 2009 à la suite d'une crise et du coup d'État, ainsi de suite. On va vers la fin, un pays qui se meurt par lui-même. Et c'est bien dommage parce qu'il a un potentiel énorme. Et tant qu'on ne met pas ça avec un expérimenté, comme on l'a dit, le nouveau Premier ministre, on espère qu'il va taper du poing sur la table et dire bien aux gens qu'il n'a pas intérêt, lui, à faire de la politique, mais de mettre son pays dans le sens du travail et donc de sortir de cette crise par la porte la meilleure. Donc on espère pour eux que les Malgaches entendront son discours et l'aideront à aller vers la sortie de crise. Merci. Oui, j'espère rapidement que son intégrité suffira, son indépendance, son engagement suffiront à juguler la crise pour lui. Encore que une crise politique, il faut se mettre autour d'une table, trouver un consensus, discuter et aller à des élections. On ne peut jamais le faire avec des saupoudrages, on ne peut jamais le faire avec de l'à peu près. Et l'armée veillera à ce qu'elle soit hors du jeu, elle veille en arbitre suprême à ce qu'on ne fasse pas un match retour des deux anciens. Donc qu'il n'y ait pas de revanche sur le plan politique. À ce prix-là, le peuple malgache cohérent, aidé par la communauté internationale, surtout l'Afrique, réussira peut-être à enfin sortir de cette crise-là. C'est ce que j'espère le plus pour ce peuple-là. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité.
Industrialisation, accès aux soins de santé, logement abordable et sécurité alimentaire. Les trois axes du Big Four Agenda, l'initiative stratégique du président kényan. Mais ce plan manque de fonds financiers. Les autorités en quête de financement donc planchent actuellement sur une hausse des impôts. Alors bonne ou mauvaise idée? On regarde ce sujet de Mariama Dramé et on en parle juste après. Augmenter les taxes afin de financer le Big Four Agenda, c'est l'objectif du gouvernement kényan. Une mesure qui, selon les autorités, permettrait de mobiliser les 24,9 milliards de dollars nécessaires pour la mise en œuvre du budget 2018-2019 de l'État basé sur le Big Four Agenda, une des priorités du second mandat du président Uhuru Kenyatta. La volonté du Kenya et du président Kenyatta est de renforcer les rentrées fiscales pour pouvoir financer son ambitieux programme appelé Big Four, c'est-à-dire le programme couvrant les axes agriculture, industrie, manufacture, santé, construction de logements. Donc, l'objectif d'augmenter le taux d'imposition peut s'expliquer par ces volontés de faire entrer des liquidités assez rapidement dans le budget de l'État. Néanmoins, c'est un choix très risqué. La nouvelle réglementation devrait viser l'impôt sur le revenu dont le taxe sera relevé, ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le capital. S'il est adopté, elle ferait également du Kenya l'une des économies ayant le plus fort taux d'imposition d'Afrique de l'Est, un constat qui risque, selon certains analystes, de porter un coup aux investissements dans le pays. Si le gouvernement décide de consolider son déficit budgétaire par cette voie, il doit veiller à ce que les économies qu'il réalise et les revenus supplémentaires qu'il génère servent à renforcer la capacité de production de l'économie. Ce n'est qu'alors que l'on pourrait peut-être justifier cette augmentation des impôts sur les sociétés et sur le revenu dans le contexte actuel. Ce programme qui vise à simuler la croissance d'une économie pesant plus de 77 milliards de dollars s'appuie sur 4 grands projets que sont l'agriculture, l'industrie manufacturière, la santé et la construction de logements. Alors, quelques chiffres. L'impôt sur le capital devrait passer de 5 à 20%. Les entreprises de plus de 4,9 millions de dollars de bénéfices vont aussi avoir une imposition de 35% sur le revenu. En gestation également, la fin des exonérations fiscales applicables dans les zones économiques franches. Fin également, en tout cas fin envisagée par les autorités de celles applicables en zone franche. Est-ce que ces mesures Hamidine Kane ne vont pas mettre un sérieux coup aux investissements? Bon, c'est ce que craignent les grands économistes kenyans, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du Kenya. Donc, ils craignent justement que ça ne mette un frein aux investissements, surtout aux investissements étrangers. Parce que relever ces taux, de passer de 5 à 20% ou bien à 35%, c'est quand même, ça va peser très lourd. Et selon le gouvernement, ils disent qu'ils optimisent justement cette proportion. Mais à mon humble avis, moi, je pense quand même que c'est un peu risqué. Il fallait justement s'atteler, par exemple, à d'autres choses. Par exemple, la corruption à elle, déjà au Kenya, est l'une des plus fortes en Afrique, à part le Nigeria, bien entendu. Mais la corruption au Kenya est très forte. Quand ils s'attaquent à la corruption déjà, je crois qu'ils peuvent engranger pas mal de choses. Et puis il y a beaucoup, la douane aussi ne fait pas rentrer beaucoup de recettes. Donc là-bas aussi, ils peuvent s'attaquer justement à ce secteur pour essayer de faire rentrer des recettes. Parce qu'il y a beaucoup de trafic qui se font au niveau du Kenya avec les pays frontaliers ou bien avec les pays d'Asie du Sud-Est. Donc tout ça, englober les uns avec les autres, je crois qu'ils peuvent avoir une manne suffisante et ne pas empêcher les investisseurs étrangers de continuer à affluer pour investir dans l'économie kenyane, qui est une économie très dynamique, parce qu'ils innovent beaucoup. Les Kenyans, ils innovent beaucoup. Ouais, on ne le dit pas assez, mais les Africains, d'une manière globale, innovent, mais on ne fait pas de la publicité ou bien de la réclame sur les innovations africaines. Mais c'est un des pays qui est le plus grand innovateur en Afrique. Donc déjà, s'il y a ce frein-là, par exemple, en élevant de 5 à 20%, je crois que ce serait un grand dommage et puis c'est très risqué pour le gouvernement. Alors, en tant que chef d'entreprise, je veux dire qu'annoncer 35% de taxation sur les bénéfices, c'est quand même assez fort.
Vous l'avez dit, mais le Kenya a joué ces dernières années dans la cour des grands en Afrique sur le plan de vie économique et sur la dynamique économique. Il a ouvert ses frontières à un certain nombre d'entreprises qui sont venues investir. Il est un grand exportateur de plusieurs produits, notamment la rose qu'on connaît au Kenya. Il a traversé quelques crises politiques qui ont mis à mal un peu l'économie du pays, mais qui s'en est bien sorti avec l'actuel président qui a été reconduit et qui s'est accroché au pouvoir. Mais globalement, c'est un pays qui est aussi touristique, ne l'oublions pas, qui est très ouvert au monde, qui a compris donc les rouages de l'économie qui peuvent se jouer sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, il agit sur 3 aspects. Il a besoin de liquidité pour le projet qu'il a mis en place, le Big Four, donc sur le plan de la santé, les routes, le logement. Et l'agriculture également, mais qui est déjà assez développée. Il a besoin de liquidités. Où va-t-il les chercher? Le docteur Kane l'a dit qu'il y avait d'autres leviers sur lesquels on pouvait jouer, notamment diminuer la corruption, l'évasion fiscale, les taxes douanières, vraiment faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'évasion de ce côté-là. Il ne l'a pas fait. Il n'a jamais réussi à le faire jusqu'aujourd'hui parce qu'ils avaient quand même ce programme. Donc l'une des solutions qu'il pense bonne serait de faire donc cette taxation sur l'impôt sur le revenu, qui passe de 5% à 20%, 4 fois plus. C'est quand même énorme. Mais c'est aussi quelque chose qui nous montre qu'ils ont une maîtrise sur cet impôt-là, en réalité. Parce qu'on n'impose pas des gens qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas faire une imposition dans n'importe quel pays où les gens ne sont pas déjà eux-mêmes fichés par les impôts. Donc on espère qu'ils vont en tirer quelque chose. Par ailleurs, ils pensent donc sur ces fameuses sociétés. Ne va-t-il pas fragiliser l'économie de son pays s'il n'investit pas directement cet argent récolté dans la marche de l'économie? Est-ce que cet argent ne va pas entrer dans les couloirs de la corruption, les couloirs de l'évasion fiscale, etc. Espérons que le Kenya, qui est plutôt le fleuron, un des pays fleurons dans cette zone de l'Afrique de l'Est, ne souffre pas de cette décision quand on sait que l'imposition forte dans des entreprises dynamiques est toujours néfaste. Économiquement, ce n'est pas la bonne solution. En réalité, une économie qui est dynamique produit par elle-même son taux de croissance, de l'emploi, produit donc des taxes qu'on peut récupérer et puis continuer à faire des investissements. Mais quand on commence à alourdir la dynamique d'une entreprise, donc d'une société, par ricochet, ça empêche l'investissement. Et ce d'autant plus que le Kenya sort tout juste d'une longue crise post-électorale, et même si l'économie continue de fonctionner, mais quand même, il y a eu quand même quelques incidences, Tiambel. C'est l'héritage de cette crise post-électorale, il faut gérer les conséquences. Il me semble que le président Uhuru Kenyatta espérait beaucoup sur cette exportation du pétrole, où il se lançait à enlever 2000 barils par jour vers le port de Mombasa. Je ne sais pas si de telles perspectives pouvaient aider avec une lutte acharnée contre la corruption où 400 millions et quelques peuvent aller dans la nature, s'ils pouvaient s'atteler à récupérer cela et minimiser peut-être l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Et il me semble quand même que ce côté-là est assez risqué, et surtout quand c'est une chaîne qui se suit avec les sociétés, ensuite le capital vont devoir être imposés à la longue. L'économie kenyane risque d'en souffrir. Et c'est là toute la crainte et la difficulté. Voilà donc pour cette hausse prévue de l'impôt pour financer ce projet très social. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.